Merci d'être là et de vouloir participer et nous partager votre projet. Je vous laisse la parole. Vous me dites, vous me faites signe si vous avez besoin de quelque chose. Ok, merci Ok, Hamza, super. c'est Merci parti. beaucoup. Alors donc moi je vais commencer la présentation en introduisant un peu le sujet et vous parler du lancement. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran ou est-ce qu'il faut que je le repartage. J'ai l'impression qu'il va s'afficher. Ok, parfait. C'est bon. C'est bon. Alors donc comme je vous disais, voilà, on va d'abord un peu réintroduire le sujet et notamment redéfinir qu'est-ce qu'on entend par écriture et rédaction inclusive. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'initiation de ce projet au sein du LUL. Et puis Paul prendra le relais sur la partie implémentation et sur la plateforme et voilà tout ce qu'on est en train de mettre en place chez Ulule pour que tout le monde intègre un maximum dans ses pratiques et sur le produit, surtout la rédaction inclusive. Alors donc est-ce que mes slides passent bien? Ouais, ok, c'est parfait. Je vais me mettre en mode lecture d'ailleurs. Hop. En haut à droite. C'est bon. Ok, c'est bon là. Tu me confirmes Paul que c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, donc pour rappel un petit peu pour que tout le monde soit un petit peu au diapason, ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle d'écriture et de rédaction inclusive, c'est l'ensemble des règles et des pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination sexiste par le langage ou par l'écriture. Donc on y reviendra après, mais il ne s'agit pas juste de mettre des points milieu, des points médians partout. Il y a vraiment tout un tas de règles qui existent aujourd'hui pour permettre d'adopter une écriture et une rédaction inclusive. Il y a plusieurs objectifs derrière ça, bien sûr. On ne fait pas ça pour le plaisir. L'idée, c'est d'éviter l'androcentrisme et surtout de favoriser davantage l'inclusion des femmes dans nos pratiques rédactionnelles. Et aussi, bien sûr, on pourrait aller plus loin, mais l'idée, c'est aussi d'inclure un maximum les personnes non binaires et respecter aussi les personnes trans. Donc voilà, il y a vraiment plein d'objectifs différents. Et en fait, nous, jusqu'alors, avant de travailler là-dessus, je pense que on ne se rendait pas vraiment compte à quel point notre langage a un impact sur le conditionnement de notre cerveau et je pense que finalement cette question de l'écriture inclusive et de la rédaction, elle est vraiment très très importante et pas du tout minoritaire. Donc voilà un petit peu pour la définition et les objectifs. Ce qu'on a voulu rappeler aussi, ce qu'on a aussi découvert nous en travaillant sur le sujet, c'est que finalement en fait, aujourd'hui, la langue française, elle est très, très masculinisée. Mais il faut avoir en tête qu'historiquement, ce n'était pas le cas et qu'il y a eu vraiment à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, tout un tas de règles qui ont été mises en place de manière plus ou moins volontaire, qui avaient pour but d'évincer la féminisation de certains noms de métiers. Il y a vraiment eu une volonté de masculiniser la langue française qui, en fait, historiquement, ce n'est pas une langue qui est intrinsèquement sexiste, mais des règles comme le masculin qui l'emporte sur le féminin, il faut avoir en tête que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est en fait des règles qui datent du XVIIIe. Avant ça, il y avait les règles de la proximité, la règle de la majorité, il y avait tout un tas d'autres règles. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour contrer aussi l'argument qu'on entendait beaucoup des gens qui disaient mais enfin la langue française a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on torture un petit peu la langue française. Donc voilà, enfin je m'étale pas sur le sujet. Il y a beaucoup de contenu déjà qui existe là-dessus. Voilà, pour rappeler que finalement le français n'est pas intrinsèquement sexiste et qu'il y a vraiment une masculinisation de la langue française qui historiquement n'était pas aussi masculinisée. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire finalement en utilisant dans nos pratiques rédactionnelles l'écriture inclusive, c'est de revenir là-dessus et de donner plus de visibilité, notamment aux femmes sur la plateforme Ulule. Donc là, quelques règles, mais vraiment rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour les personnes qui n'auraient pas vraiment en tête qu'est-ce qu'on entend par règle quand on parle d'écriture inclusive. Donc, il y a bien sûr le fameux point médian, le point milieu qui crispe un petit peu souvent, qui est sujet de tension et de débat, le fait de mettre un point pour, du coup, là on vous donne l'exemple avec le mot créateur is, donc le point milieu qui du coup nous permet de faire référence à la fois aux créateurs et aux créatrices. Vous avez ce qu'on appelle la double flexion, de dire les créateurs et les créatrices. Ou enfin, la dernière règle que nous, on aime beaucoup chez lui, qu'on utilise un maximum, qui est ce qu'on appelle une formulation épicène.
Donc, de trouver un mot qui est non genré, qui permette de dénominer un groupe de personnes. Donc, voilà, dire par exemple les personnes créatives plutôt que de dire les créateurs et les créatrices. On dit aussi par exemple beaucoup maintenant les soutiens pour dire les contributeurs et les contributrices d'un projet. Donc voilà quelques règles pour comprendre bien de quoi on parle quand on parle de règles que comporte l'écriture et la rédaction inclusive. Voilà pour un petit peu la mise en contexte. Maintenant, je vais rapidement vous parler de la mise en place chez Ulule. Pourquoi on a fait ça, pourquoi on a initié ce projet. Alors en fait, ça commence en 2018. Enfin, je reviens un petit peu en arrière. 2018, c'est le moment où Ulule décide de mettre l'accent davantage sur les projets impact. Depuis 2010, donc c'est tout un tas de projets différents qui se financent chez nous, des projets entrepreneuriaux, culturels, artistiques, etc. En 2018, on a pris un peu un tournant et on a décidé de mettre l'accent, encore une fois, donc sur les projets avec un impact, que ce soit environnemental, social, un impact positif. Et donc, on a retravaillé notre plateforme de marque dans ce sens, on a redéfini notre mission, notre manifeste. Voilà, on a fait tout ce travail pour mettre davantage et soutenir les projets à impact. Et donc, c'est suite à à ce revirement, si je puis dire, au recentrage sur les projets impact, que l'année dernière, en fin d'année 2020, il y a eu aussi tout un travail donc de l'équipe tech et de l'équipe produit pour refaire les pages projets. Et c'est à ce moment-là qu'on a d'ailleurs aussi décidé de mettre en avant davantage sur les pages les différents impacts que pouvaient avoir les projets. On a notamment décidé d'intégrer les ODD, les objectifs de développement durable. Donc désormais, sur tous les projets Ulule, vous pouvez voir si le ou la porteuse de projet a décidé de mettre en avant les impacts positifs qu'elle pouvait avoir. Et c'est vraiment à ce moment-là que moi, j'ai voulu poser la question directement à notre fondateur. Enfin, au départ, j'en avais parlé avec l'équipe produit et très vite, c'est un sujet qui est remonté à la direction de dire, mais alors on met en avant les projets impact, on met en avant l'impact positif qu'ont les projets. Et par contre, dans la rédaction qu'on utilise, on ne met pas en avant finalement toute la diversité de porteurs et de porteuses de projets qu'on peut avoir. Donc, je trouvais que c'était un bon moment pour remettre sur la table le sujet de l'écriture inclusive, enfin, ne serait-ce que poser la question, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir des pratiques plus inclusives? Parce que finalement, dans les valeurs en fait intrinsèques d'Ulule, dans notre mission et dans tout ce qu'on faisait sur la plateforme, on allait dans ce sens-là. Donc, je trouvais que ça faisait sens de poser cette question-là. Et c'est suite à ça qu'on a du coup, que notre fondateur nous a dit, ok, allez-y, vous pouvez lancer les recherches là-dessus et voir comment on pourrait du coup sur la plateforme et dans nos communications être davantage inclusif. Donc ça, c'était en octobre 2020. Et donc voilà, l'enjeu étant qu'on a défini assez tôt de pouvoir créer un environnement respectueux et égalitaire, mais aussi favoriser la représentativité de toutes les personnes qui créent et soutiennent des projets sur Ulule. Parce que oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'aujourd'hui sur la plateforme, il y a autant de créateurs que de créatrices, et il y a un peu plus de contributrices que de contributeurs. Donc finalement, c'est aussi très logique de vouloir donner, dans la manière dont on communique et dont on rédige nos supports, de vouloir donner autant de visibilité à toutes ces personnes parce que elles sont en plus autant représentées sur la plateforme. C'est quelque chose qu'on en avant depuis toujours, de dire qu'on a autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs. Donc voilà, l'idée c'était de le concrétiser un petit peu plus matériellement sur nos supports et dans notre manière de communiquer. Et d'ailleurs, c'était déjà aussi une pratique que pas mal de personnes côté Ulule utilisaient déjà. Donc voilà, il y a notre community manager utilisait déjà beaucoup l'écriture inclusive dans notre newsletter, sur les contenus, sur les réseaux sociaux qu'on faisait. On a même des porteurs de projets et des porteuses de projets qui eux aussi parfois allaient utiliser l'écriture inclusive sur leur page. Donc c'est des pratiques de toute façon qu'on voit se démocratiser de plus en plus. Donc l'idée c'était de dire, ouvrons la discussion pour essayer d'avoir des règles un petit peu plus cohérentes et puis communes à tout le monde pour pouvoir avancer là-dessus et vraiment utiliser la rédaction inclusive, ne pas avoir honte de le faire et y aller franchement.
Donc voilà, ça c'est d'autres exemples de communication où en fait on utilise déjà la double flexion, la rédaction épicène. Et donc voilà, donc suite à ça, on a mis en place ce groupe de réflexion début novembre, donc avec Paul et Alex du produit et moi-même pour défricher un petit peu le terrain et puis voir ce qu'on pouvait mettre en place et faire côté Ulule pour bien implémenter tout ça et le faire de manière efficace et juste. Je te laisse la main, Paul, pour la suite. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on devrait pouvoir voir mon écran. Et voilà, super. Donc voilà, comme Lucille l'a dit, donc le projet a commencé comme ça, puis on a donc créé ce petit groupe de travail donc autour de nous trois pour se dire comment est-ce que maintenant on passe à l'action et on commence à se cultiver suffisamment sur le sujet pour avoir des bases qui soient solides et pouvoir produire des choses, faire des propositions pertinentes qu'on va pouvoir mettre en place. Donc sans surprise, ça commence en fait par une phase de recherche un petit peu où on est allé chercher différentes ressources, donc des ressources un petit peu institutionnelles, d'acteurs de l'égalité, de choses comme ça, qui ont produit des guides sur l'écriture inclusive, sur les bonnes pratiques. Donc il y a des acteurs au Québec, des acteurs en France qui ont produit différents guides avec des propositions qui sont pas toujours les mêmes, mais qui permettent un petit peu de voir qu'est-ce que c'est l'état de l'art et qu'est-ce que c'est les pratiques les plus répandues. Donc ça passe aussi par aller voir le travail de chercheuses comme par exemple Eliane Guénaud, qui est un petit peu l'experte du sujet et qui a écrit d'ailleurs des livres super intéressants sur le sujet. Donc si vous voulez approfondir, c'est probablement une des meilleures sources. Mais voilà, ça passe aussi par aller un petit peu faire de la veille, de vous trouver des retours d'expérience d'agents spécialisés, de designers, de designeuses qui ont travaillé là-dessus. Et ça passe sur regarder en fait comment est-ce que les autres sociétés et acteurs publics font de l'écriture inclusive. Donc ça peut être des sociétés privées, des sociétés publiques, ça peut être des écoles, ça peut être des organismes publics. Donc tout ce qu'on peut voir sur la slide, voilà, c'est de l'affichage urbain, du produit, de la communication, donc plein de choses différentes. Et on peut voir que il y a beaucoup d'organismes qui ont une visibilité forte, qui ont des marques fortes, qui en fait l'emploient cette écriture inclusive. Donc il y a un vrai mouvement autour de ça. Et donc ça nous a permis voilà de voir qu'on n'était pas les seuls là-dedans, qu'il y avait une forme de normalisation qui existait un petit peu et que c'était vraiment pertinent pour nous de nous y mettre et de s'inspirer des choses et des règles qui étaient pertinentes et qui étaient un peu l'état de l'art actuel. Alors, au-delà de ça, au-delà de ces premières recherches qui nous permettent un peu de comprendre plus précisément où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut faire, on a défini notre périmètre d'action. Donc ça, en fait, on l'a fait un petit peu avec la direction parce qu'il y a des problématiques, bien sûr, d'être réaliste en termes de timing, mais aussi d'être capable de produire et de délivrer quelque chose assez rapidement pour tester et pour voir où est-ce qu'on en est et comment ça fonctionne, comment ça s'intègre bien à notre produit et au fonctionnement de notre entreprise. Donc, ça commence par une première chose pour nous qui a été de se dire on va définir nos propres règles qui vont pas être complètement out of the blue, mais qui vont reprendre ce qui existe, mais adapter à nos problématiques personnelles. Ensuite, on va appliquer ça partiellement sur notre produit, sur un périmètre qu'on va choisir, qui est donc la page projet que Lucie vous a montré un petit peu, parce qu'en fait, c'est le cœur de notre produit et c'était un endroit pertinent pour commencer à faire ce test. Et ensuite, on va produire un dictionnaire et un guide qui va en fait permettre d'essayer de normaliser un petit peu notre pratique de l'écriture inclusive dans l'entreprise et qui va permettre en fait d'aller voir tout le monde, tous les services et de pouvoir en discuter ensemble et d'avoir une base de travail pour convaincre et essayer de pousser ensemble l'usage de l'écriture inclusive dans l'entreprise, un petit peu dans tous les services. Donc là, on se retrouve finalement fin novembre à faire nos premières propositions suite à ce cadre et suite à ces recherches. Première proposition de voilà, quelles pourraient être nos règles et comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans notre produit. Donc ça commence par la première chose, c'est qu'on a identifié assez rapidement que sur cette page projet, qui est un petit peu notre laboratoire d'écriture inclusive, il y a beaucoup d'occurrences de mots et de phrases qui ont besoin d'être transformées de façon inclusive, mais en fait c'est souvent les mêmes terminologies. Donc c'est quantitatif, mais qualitativement en fait il y a assez peu de mots, et beaucoup de ces mots c'était des mots assez forts pour notre identité de marque et pour notre écosystème en fait. Donc le terme contributeur, le terme porteur de projet, le terme créateur, c'est vraiment des mots qu'on utilise à dessein, qui sont pas forcément toujours identiques à d'autres plateformes de crowdfunding et qui font qu'on nous reconnaît et qui voilà, qui transmettent vraiment ce qu'on veut offrir comme expérience. Donc on a un vrai dilemme entre comment est-ce que je deviens inclusif, mais je casse pas trop ces mots qu'on utilise depuis 10 ans et qui ont beaucoup de sens. Donc si on prend l'exemple de contributeur, on peut bien évidemment faire la contraction contributeur-is, qui est contributeur-contributrice en contracté.
mais on peut aussi remplacer parfois par le terme contribution dans certains contextes, ou peut-être par soutien, qui lui s'éloigne un petit peu plus du coup de notre marque, mais qui peut-être peut servir à certaines fois. Donc sur tous ces mots, on a eu beaucoup de réflexions sur voilà quel est le choix pertinent, et on a fait pas mal de testing, on a eu pas mal de discussions pour essayer de voir quels étaient les synonymes qui répondaient le mieux à cette double problématique identité de marque et inclusivité. Ensuite, si on veut continuer un petit peu, il y a d'autres questions qui sont apparues. Par exemple, il y a la question de la méthode de contraction des mots. En fait, ce point milieu, on lui fait parfois le procès d'être un petit peu agressif et de casser la lecture. Donc nous, on a voulu aller vers quand on l'utilise, on va essayer d'aller au plus simple. Parce que certaines formulations font qu'on va avoir deux points milieu, un supplémentaire pour le pluriel, et qu'on peut plus ou moins contracter. Donc nous, pareil, on a eu tout un débat autour de ça. Qu'est-ce que ce serait la bonne façon de faire? Donc on a regardé ce qui existait, on a voulu voir comment ça fonctionnait à différents endroits. Et nous, on a opté, dès que c'est possible, pour la contraction la plus simple, en fait, pour que ça s'intègre le mieux dans un texte et que ce soit le moins sujet à débat et le moins lourd. Donc c'est encore un sujet de débat qui a fait qu'on a eu beaucoup d'échanges, on a discuté ensemble, on a fait plusieurs réunions où on a présenté plusieurs maquettes, plusieurs documents textes où on comparait des solutions pour arriver ensemble à un consensus et à qu'est-ce qui serait pertinent pour nous. Alors, donc on a voilà fonctionné d'abord avec des documents textes, mais très très vite, on a fonctionné avec des maquettes parce qu'en fait, un des sujets principaux, c'était quand même une implémentation produit et il fallait qu'on visualise qu'est-ce que ça va donner dans notre page produit, est-ce que ça va altérer l'expérience, comment est-ce que tous les textes qu'on va réécrire, est-ce qu'ils vont rester vraiment fidèles à leur sens d'origine. Donc il y a eu plein de réflexions comme ça et on est beaucoup passé par des maquettes parce que c'est vraiment essentiel quand on veut modifier son produit. En fait, le texte, il fait partie de l'expérience produit en elle-même. Donc c'était super important d'en passer par là. Donc voilà, beaucoup de maquettes pour être capable de tester ça et de d'itérer rapidement sur différentes propositions de texte. Alors, donc toute cette phase de recherche, toute cette phase d'exploration et tous ces allers-retours, toute cette itération, qui en fait c'est ça pas si original que ça, c'est à peu près comme ça que fonctionne la plupart des projets. Donc ensuite, bien évidemment, on arrive aux questions d'implémentation de tout ça. Alors, donc cette implémentation, elle s'est faite autour de décembre, mi-décembre, mais début décembre, on avait déjà donc nos règles qui étaient fixées et ce qu'on voulait appliquer dans la page projet, donc dans notre produit qui était fixé. Et d'ailleurs, on s'était retrouvé à étendre un petit peu le périmètre à notre checkout et à nos interfaces d'administration par souci de cohérence en fait dans cette partie de l'expérience qui est au cœur de l'expérience du vu. Donc voilà, on a eu ça qui a été fixé et on a donc créé cette présentation guide d'écriture inclusive qui allait avoir vocation à être partagée pour pouvoir ensuite évangéliser et discuter de ça dans l'entreprise. Donc c'est à ce moment-là qu'on a annoncé à tout le monde dans l'entreprise que voilà, on était arrivé au terme, à une grande étape de notre réflexion et qu'on allait pouvoir commencer à implémenter et à donc en parler ensemble autour d'un atelier qu'on organiserait plus tard. Et on a également eu des premiers échanges avec notre équipe support parce que l'écriture inclusive, c'est quand même quelque chose qui est souvent sujet à controverse, même si elles sont un petit peu instrumentalisées dans la société. Et donc on s'est dit peut-être qu'il va y avoir des retours négatifs, donc c'est important de faire un petit point avec le support pour se préparer à ça et espérer que ça aille bien. Et finalement, on verra, ça s'est bien passé. On n'a pas du tout eu de shitstorm ou de choses comme ça. Donc, pour venir un peu, voilà, qu'est-ce que c'était les règles principales qu'on a choisies? Donc en fait, on a un petit peu fonctionné par gradation de la règle la plus systématique à la règle la moins systématique. Donc une règle qui pour nous est complètement systématique, c'est voilà, la féminisation des noms de métiers. Il faut le faire, ça, il faut féminiser tous les noms. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout controversé. Ensuite, si on va vraiment dans des règles inclusives à proprement parler dans l'écriture, ce qu'on s'est dit qu'il fallait privilégier, c'est vraiment la formulation épicène. En fait, voilà, par exemple, les personnes qui contribuent, les soutiens, plutôt que les contributeurs. Parce que ça, quand on peut le faire de façon pertinente, c'est super bien en fait. Ça fait de l'écriture inclusive invisible en fait, qui ne dérange personne et qui permet d'avoir des textes voilà inclusifs et ouverts à tous. Le problème, c'est que des fois, ça peut nous limiter dans le sens où quand on fait de la réécriture de textes anciens, c'est différent de faire des textes complètement nouveaux. Et là, le travail qu'on a fait, c'était beaucoup sur de la réécriture, donc les problématiques sont pas exactement les mêmes non plus. Donc après cette formulation épicène, ce qu'on privilégie, nous, c'est la double flexion, à savoir contributeur, contributrice, contributrice, contributeur. Donc ça, c'est très bien aussi. Le problème étant que si on fait de grosses énumérations ou qu'on y a recours souvent, ça va beaucoup alourdir le texte dans son style d'écriture. Donc c'est aussi quelque chose qui commence à avoir quelques problématiques. Mais voilà, c'est un nouvel outil dont on se saisit. Et enfin, le troisième outil qu'on utilise pour nous, il faut utiliser moins, c'est l'abréviation inclusive. Donc contributeur, contributrice, mais contracté avec un point qui en fait est bien efficace, mais peut poser, si trop utilisé, certains problèmes de lisibilité et est celle en fait qui peut cristalliser les débats.
Donc on a essayé d'avoir cette logique par palier de ce qu'on utiliserait le plus à ce qu'on utiliserait le moins, tout en se disant chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le point milieu, il peut aussi avoir une pertinence militante modérée, de dire voilà, on veut montrer que les gens sont inclus dans notre plateforme, donc on met un point milieu de façon un peu symbolique. Et c'est aussi intéressant de penser à d'autres règles, comme notamment l'accord de proximité, qui est une règle qu'on n'a pas forcément retenue parce qu'en fait, l'accord de proximité, c'est une règle qui va toucher à la grammaire et à quoi on construit nos phrases, alors que toutes les autres, c'est des règles de notation et d'écriture. Et donc l'accord de proximité, ça pourrait être considéré comme faux. Donc voilà, il y a toute une gradation entre les règles qui sont considérées comme plus ou moins justes, même si tout ça, c'est sujet à énormément de débats, mais on a essayé d'avoir une approche un petit peu pragmatique en tout ça dans un premier temps, et c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça. Donc ensuite, voilà, si on revient un peu sur la féminisation des métiers, nous, on a eu un point intéressant, et Lucie en a parlé un petit peu plus tôt, c'est qu'en fait, tous les métiers étaient féminisés avant, et ils ont été déféminisés, et on les a reféminisés, mais d'une façon plus neutre. Par exemple, auteur, on a fait auteur-re, mais en fait, autrice existait antérieurement. Donc nous, on s'est dit qu'on trouvait ça bien de favoriser les formes historiques, qui sont plus différenciantes, et qui en plus, en étant différenciantes, en fait, apportent aussi une richesse à la langue, avec des mots qui existaient, et qu'on avait oubliés. Et c'est un peu ce que Liane Viennot dit aussi d'ailleurs, c'est que les mots sont là, et il y a qu'à les reprendre, et il y en a plein qui sont voilà à utiliser le plus possible. Donc voilà. Ensuite, ça c'était vraiment les règles cœur de l'écriture qu'on a définies, mais en fait on s'est rendu compte en faisant ce travail, et Lucille l'avait soulevé au début, que tout ça, ça va au-delà en fait. L'écriture inclusive, ça s'inscrit dans un continuum de faire quelque chose, de faire différentes choses pour avoir une plateforme inclusive. Donc si on continue un petit peu dans l'écriture, il y a des choses à ne pas faire, comme ne pas dire homme avec un grand H pour dire humain, ne pas essentialiser les genres, ne pas utiliser des expressions sexistes comme chef de famille, des choses comme ça, ne pas associer les femmes à un univers spécifique dans nos communications, dans notre identité de marque, comme la famille, la douceur, la propreté. Donc ça, c'est des choses voilà qui a trait à tout ce qu'on fait au global et qu'il faut éviter de faire. Donc plein de façons différentes d'être inclusif au-delà de l'écriture scripto sensu, aussi dans la façon dont on pense nos textes, dont on pense nos communications. Donc mi-décembre, on arrive donc à l'implémentation. Donc c'est là qu'en fait on a publié notre nouvelle page projet avec les terminologies inclusives intégrées. Et on en a aussi profité pour faire un petit sondage qu'on a partagé auprès des personnes qui créent des projets sur Ulule, donc les porteuses et porteurs de projets. Et donc on a partagé ce sondage, on va revenir un petit peu après dessus. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé après cette implémentation? Donc bon, bien sûr, c'était mi-décembre, donc il y a eu les fêtes, et on a pu faire un bilan un petit peu en janvier. Donc on a commencé par faire ce fameux atelier devant toute l'entreprise. Donc le but, c'était vraiment d'échanger autour de ça, de présenter nos conclusions, d'essayer de pousser leur usage, mais aussi dans une discussion, une explication, pour que tout le monde soit partie prenante de ça et la volonté de le faire. Et en fait, beaucoup de gens avaient déjà la volonté de le faire, et ça s'est encore implémenté. Il y a beaucoup de personnes qui organiquement se sont mis à utiliser l'écriture inclusive de plus en plus dans l'entreprise. Ça, on était super contents. On a eu un échange, une discussion très riche autour de ça et qui a très bien fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette intégration, finalement, elle a été assez sans encombre. On n'a pas eu beaucoup de remarques en fait. On a eu très très peu de messages au support, un ou deux qui notaient que ça avait été intégré, mais on n'a pas eu de shitstorm, de levée de bouclier, ni d'applaudissements massifs. Mais ça, malheureusement, c'est souvent comme ça. Quand on fait quelque chose, c'est plutôt les gens qui se posent la question de pourquoi c'est là que les gens qui sont super enthousiastes qui vont le faire remarquer. Mais en fait, on voit que voilà, il y a cet événement, il y a plein de choses qui font que on est super heureux de l'avoir fait. Nous, on pense que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on veut faire, dans qui on est, qu'en plus c'est un mouvement global. Il faut y aller, il faut que tout le monde y aille en fait. Donc voilà, globalement super positif. Puis on a eu cette question du retour au sondage qu'on a fait aux porteurs de projet, qui lui était assez mitigé. Mais en fait, on a beaucoup réfléchi et on pense qu'on a fait peut-être des petites erreurs méthodologiques. En fait, on a posé la question de qu'est-ce que vous pensez de l'implémentation de l'écriture inclusive sur Ulule, mais sans forcément contextualiser, sans faire ce qu'on vient de faire en fait, sans expliquer quelle est notre démarche, qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive, ce n'est pas que le point milieu. Donc on a eu pas mal de retours assez peu convaincus par la question du point milieu, mais en fait c'était pas de ça qu'on voulait parler. Donc finalement on a fait un sondage, d'ailleurs c'est un cas d'école assez intéressant sur comment les sondages peuvent beaucoup être biaisés en fonction du contexte. Donc voilà, ce sondage qui est intéressant, il reste intéressant, mais il était biaisé et pas forcément représentatif en fait de ce qu'on voulait analyser. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe aussi maintenant? Parce que ça continue. Donc, on a d'autres pages du produit qui sont en réflexion éventuellement pour passer en écriture inclusive, parce que l'idée, c'est d'aller dans une cohérence et de développer ça.
On a donc l'application de l'écriture inclusive qui se fait de façon spontanée et motivée par plein de gens dans notre entreprise. Donc ça, on est super content. Et en fait, c'était déjà le cas avant, mais ça continue. Puis on a des outils, donc comme ce guide et un channel Slack qui d'abord était notre channel privé qu'on a ouvert pour en faire un petit peu un lieu d'échange, de veille, parce que l'écriture inclusive, comme la langue d'ailleurs, c'est pas quelque chose de fixé, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe dans tous les cas en termes de produits, même en termes politiques, en termes linguistiques, il y a plein de choses dont il faut se tenir au courant, dont il faut discuter. Donc c'est pour ça qu'on est dans une démarche dynamique. C'est pas la fin de quelque chose, c'est un continuum. Donc voilà, c'est ça, c'est que le début en fait. Donc toujours en disant qu'il faut toujours continuer à se poser plein de questions là-dessus, qui sont les questions d'accessibilité. Aussi se dire que ce qu'on vous présente, nous, c'est notre expérience dans une structure qui est une entreprise de taille relativement peu importante, de taille moyenne, et qu'en fait, nous, on a pu être très flexible, être en contact direct avec notre discussion et ça avec notre direction, et ça s'est super bien passé. On a super bien fonctionné comme ça, et chaque entreprise, en fonction de ses valeurs, de si on touche à son service, il y a plein de choses différentes à penser autour de ça. Mais il faut dire qu'il y a quand même un vrai mouvement autour de l'écriture inclusive. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a plein d'entreprises qui s'engagent. Canal+, encore il y a quelques jours, faisait une vidéo de vulgarisation sur le sujet qui était super. Donc il y a un engagement global de la société un petit peu partout à travers la francophonie, notamment parce qu'il y a des langues où ça se pose pas pareil. C'est vraiment une approche très francophone, forcément, qu'on vous présente. Et nous, on a cette conviction aussi que on se rend compte que quand on en parle, quand on l'explique, c'est plutôt simple de convaincre parce qu'il y a plein de bons arguments pour l'écriture inclusive. Des arguments de comment ça nous influence, comment ça améliore la représentativité. Et quand on a cette discussion qu'on est en train d'avoir et qu'on va avoir, on se rend compte que c'est plutôt facile de convaincre. Et enfin, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est un continuum où il n'est pas forcément question que d'écriture, il est question de comment on représente les genres dans notre plateforme, dans nos produits, dans nos pratiques, comment est-ce qu'on les présente visuellement, comment est-ce qu'on structure notre produit. Et puis toutes ces questions, elles s'appliquent même au-delà des genres, elles s'appliquent à toutes les autres discriminations et toutes les questions d'inclusion. Donc c'est une étape, c'est une première étape dans une réflexion que tout le monde doit avoir en permanence de est-ce que mon produit, est-ce qu'on fait est inclusif ou est-ce que c'est positif, est-ce que tout le monde va être représenté correctement et c'est vraiment cette réflexion globale. Donc voilà un petit peu comment je terminerai, comment je poserai cette petite conclusion pour qu'on puisse continuer un peu. Après, je sais pas si Lucille ou Alexandre veulent ajouter quelque chose avant qu'on aille un petit peu plus dans un échange slash question. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés pour cette première partie. Merci beaucoup. Je vais ajouter Alexandre. Super. Merci beaucoup, Lucille et Paul, pour cette présentation et les informations très pertinentes. Maintenant, on peut passer à la période de... Je ne sais pas, Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de passer à la période des questions? Ah non, pas du tout. Tout a été très bien résumé, très bien présenté par Lucille et Paul. Donc, j'ai rien à ajouter. On peut suivre les questions dans le chat. Ça discute bien, c'est très intéressant. D'ailleurs, ce qu'il raconte. Tout à fait. Il y en a plein de questions. Donc, on va voir. Je vais juste regarder. Communauté. Ça, je pense qu'on a répondu. J'essaie de filtrer les commentaires parce que vous avez quand même répondu à certaines questions pendant la présentation. Il y avait une question au tout début de Dylanes peut-être, qui était est-ce que c'est seulement pour éviter la discrimination sexiste ou la discrimination en général? Et je pense que Lucille peut répondre là-dessus. J'ai vu que tu l'avais remonté. Vaste question. C'est pour éviter la discrimination en général. Après, c'est vrai que le français étant une langue assez binaire, on s'est aussi vite rendu compte que par rapport à l'anglais, qui a pas toutes ces questions finalement, parce qu'il y a un genre neutre. Nous, en français, on n'a pas de genre neutre. Donc, forcément, c'est sûr qu'il y a parfois on fait des choix et en fait, même quand on a eu cet atelier de discussion avec l'équipe,
vite c'est mis aussi sur le sujet. Il y a des gens qui nous ont carrément dit, mais en fait, est-ce que là on fait pas un peu du rafistolage? Et finalement, voilà, c'est masculin, féminin, mais pour toutes les personnes non binaires, etc., toutes les personnes qui se retrouvent pas là-dedans, en fait, on les exclut aujourd'hui. Et ce qui n'est pas complètement faux. Et donc je pense que, je m'éloigne un peu, mais en fait, je dirais que nous, c'était pour répondre finalement à toutes sortes de discriminations, mais on s'est bien rendu compte aussi que finalement, avec le point milieu, sur certains aspects, des personnes dyslexiques ou voilà, des personnes malvoyantes, etc., c'est compliqué pour elles. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les supports, etc., qui permettent que l'écriture inclusive le soit pour elles aussi. Donc, voilà, sur ça, je dirais qu'en fait, nous, notre volonté, c'est d'éviter la discrimination en général, mais qu'on a bien conscience que notre solution n'est pas parfaite et que c'est aussi pour ça qu'on continue d'avancer avec les retours qu'on a des utilisateurs, des utilisatrices, des projets, de l'équipe, pour essayer de faire au mieux. Paul, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, mais ouais, voilà ce que je dirais là-dessus. Ah, Paul, on t'entend pas. T'es en mute, je crois. Oui, désolé. Mon ordi, c'est un peu un bruit d'avion, donc ouais. Donc oui, ouais, en fait, du coup, ça s'éloigne un peu des questions très pragmatiques et c'est presque philosophique, mais en fait, comme je disais, voilà, ça s'inscrit dans un continuum de penser les choses en fonction en pensant aux personnes qui peuvent être discriminées par en fait ce qu'on produit. Et en fait, l'écriture inclusive, c'est assez intéressant parce que il pourrait y avoir un côté un peu rustinage en fait, mais en fait la langue fonctionne comme ça, elle fonctionne que par des évolutions organiques. Et c'est super intéressant de voir qu'il y a des linguistes, par exemple, qui aimeraient qu'on supprime les genres en français en fait, parce que ça apporte de la complexité pour l'apprentissage de la langue, ça apporte cette problématique d'avoir des choses qui sont genrées. Et en fait, c'est même pas que des questions du coup d'inclusivité, c'est aussi des questions de complexité de la structure de la langue. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de fonctionner de façon un peu organique et du coup là, on est beaucoup sur un truc très discrimination femmes-hommes, mais en fait, on pourrait aller vers des modifications de la langue beaucoup plus larges qui aboutissent à une langue qui essaie d'être le moins discriminante et qui aussi, en simplifiant son apprentissage, est aussi moins discriminante. Donc en fait, ça peut aller très loin toutes ces questions-là et c'est vachement intéressant de regarder un peu ce que les linguistes pensent de ce sujet-là, les gens qui sont un peu experts, parce qu'il y a plein de réflexions intéressantes qui s'éloignent beaucoup de nos questions produits et tout, mais qui sont importantes. Voilà ce que j'aurais à dire. Tout à fait. Déjà, c'est ça, c'est comme on est limité par ce qu'on peut faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore... ça souligne qu'il y a encore du travail à faire, quoi, sur le sujet. Et puis en allemand aussi, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a le Sie. Ça facilite la chose. Je regarde. Dans le chat, il y a eu beaucoup de commentaires sur l'accessibilité, le souci d'accessibilité avec le point médian. Comment vous abordez ça avec vos utilisateurs? Je sais pas qui veut y aller. Ok, j'y vais. Alors en fait, là-dessus, on n'a pas encore assez de recul pour traiter de ce sujet. Ce qu'on a fait pour pas prendre de risques en fait dans un premier temps, c'est ce que disait Lucille au début, c'est que ce qui pose problème essentiellement en accessibilité, c'est le point médian et le point médian avec les lecteurs d'écran. Il y a plusieurs manières de gérer ça et la solution est souvent technique si jamais on veut conserver le point médian, au-delà des débats philosophiques qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Et une des solutions, parce que la question a été posée tout à l'heure, c'est sûr que ça pose des problèmes d'accessibilité, mais il y a des parades à ça qui sont assez simples et qui finalement pèsent assez peu par rapport à la valeur ajoutée de s'engager à écrire de manière inclusive sur son service. Mais pour répondre précisément au point d'accessibilité sur le point médian, par exemple, il y a la possibilité d'utiliser en fait l'élément HTML abréviation qui permet de faire comprendre au lecteur, donc au lecteur d'écran, si tant est que ce lecteur d'écran puisse comprendre ça aussi. Donc ça, là on descend encore d'un niveau parce qu'il faut être sûr que chaque terminal va permettre de comprendre ça. Donc peut-être qu'il va falloir du temps pour ça.
Et donc nous, c'est pour ça qu'on s'est dit que dans un premier temps, on allait limiter aussi l'utilisation du point médian, aussi pour cette raison-là. Mais l'élément abréviation permet en fait de pouvoir dire que ce mot qui est écrit en médian, en fait, le lecteur doit le comprendre de cette façon-là. Donc, par exemple, nous, on a contributeur, contributrice qui donne contributrice. On pourrait dire que pour l'abréviation des lecteurs d'écran, on va dire contributeur et faire l'impasse, malheureusement, pour ce cas-là, en attendant d'avoir des systèmes qui fonctionnent bien. Mais pour éviter ça, parce que finalement, au final, on maîtrise pas ça. On s'est dit qu'on allait éviter au maximum d'utiliser ce qui pose problème d'accessibilité, et notamment le point médian. Tout le reste, en fait, ne pose pas de problème d'accessibilité. C'est de la rédaction. Il y a quelques formulations qui sont plus longues, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment, en tout cas, handicapant dans la lecture. Donc c'est pour ça qu'on veut privilégier des doubles flexions, de l'écriture épicène. Super. Du coup, peut-être pour répondre à la question de Arca, pour les personnes aveugles malvoyantes, comment est-ce que le point médian est perçu? En fait, les lecteurs d'écran vont lire le début, le point et la fin. Et donc forcément, à la lecture, ça va pas donner quelque chose de forcément intelligible. Mais ça, c'est un peu le même sujet que comment utiliser le point médian sur un clavier, qu'aujourd'hui, faut utiliser un code Alt sur Mac par exemple, c'est commande option F, commande Shift F. C'est pas des choses qui sont assez simples. Et là-dessus aussi, il y a des choses qui bougent. Donc faut aussi se dire que c'est une révolution qui se fait dans le temps, et que là ça se démocratise, c'est très bien, mais qu'il y a peut-être des choses vers lesquelles on peut pas encore aller de manière totalement démocratisée. Et donc par exemple sur le produit Ulule, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu le holà, on va dire, sur l'utilisation du point médian, parce qu'on n'est pas vraiment, on est aussi pas sûr que ça restera. Est-ce que ça va rester le point médian dans l'utilisation de la langue? Est-ce qu'on veut le changer dès maintenant pour le rechanger ensuite? Donc, on se dit, voilà, dans première étape, essayons d'écrire de manière inclusive, utilisons les doubles flexions, utilisons l'écriture épicène. Il y a du point médian sur Ulule quand même, mais vous verrez, c'est assez limité. Moi, j'ai juste un truc que je voudrais dire sur le point médian. C'est que y a un truc qu'il faut essayer de faire aussi. C'est beaucoup, en fait, on utilise souvent des vrais points. Et en fait, il faut vraiment qu'on essaye d'utiliser le point médian. En fait, le point médian, c'est un caractère spécifique qui n'est pas le même que le vrai point qui est plus haut. Et en fait, on l'utilise celui-là dans l'écriture inclusive justement parce qu'il a aucun autre usage dans la langue française. Et comme ça, on peut pas le confondre avec des points mal placés et tout ça. Et ça évite de se retrouver avec des URL dans les textes. Parce que si on utilise des points d'en haut pour faire l'écriture inclusive, ça fait plein d'URL dans les textes et ça, du coup, ça dégrade clairement la qualité du texte. Et en fait, pour faire un point médian, c'est assez facile de trouver. Sur Mac, ça va. Sur Windows, c'est un peu plus chiant. Mais voilà, comme Alex l'a dit, il se passe plein de trucs bien, notamment en France, il y a l'AFNOR, qui est un organisme de réglementation et de création des normes, qui a décidé que dans les prochains claviers qu'on utilise en France, donc AZERTY, on implémenterait ce point médian. Donc après, c'est de la normalisation, c'est un temps très long, donc je sais pas quand ça sera fait. Mais voilà, il y a quand même des évolutions qui vont dans ce sens-là, et c'est important d'essayer d'utiliser le bon caractère, toujours dans cette idée d'avoir une écriture qui soit un peu normée et le plus lisible. Voilà. Ouais, puis je pense que c'est important aussi de souligner que les lecteurs aussi doivent s'ajuster Ouais. au changement que la langue subisse, et au lieu de voir la lecture, la rédaction inclusive comme quelque chose qui est non accessible, plutôt voir qu'il manque d'accessibilité dans les lecteurs en tant que tels. Il y a aussi un autre truc pertinent pour se dire un peu dédramatiser le point milieu. En fait, Ouais. le point milieu, c'est une notation. C'est vraiment une notation de contraction. C'est comme écrire etc. etc. C'est comme écrire monsieur mr. Donc c'est sûr que voilà, si tu barres ton texte de point milieu, c'est forcément un peu compliqué. Mais si tu l'utilises comme une notation avec parcimonie, ça peut fonctionner en fait. Parce que c'est pas fondamentalement différent d'une notation de contraction qu'on utilise couramment et qui nous vont très bien en fait. Donc il faut essayer aussi de challenger le rapport qu'on a à cette notation, pourquoi elle nous énerverait plus que les autres. Enfin, voilà, je trouve qu'il faut essayer de challenger le rapport qu'on a à tout ça, quoi.
Tout à fait. Ouais. Et peut-être un dernier conseil pour ceux qui voudraient peut-être implémenter ça dans leur boîte ou dans leur projet. Et c'est de surtout pas cristalliser le débat sur le point médian, parce que nous, c'est un des retours du sondage qu'on a fait. Et en fait, ça d'une certaine manière totalement disqualifié le sondage. C'est que tout est cristallisé aujourd'hui sur l'utilisation du point médian, alors que le débat est beaucoup plus vaste et en fait, le sujet ne mérite pas vraiment est beaucoup plus important que simplement le réduire à ça. Et donc, il y a une multitude de façons d'implémenter l'écriture inclusive. Et voilà, c'est vraiment un conseil, c'est éviter de cristalliser le débat autour du point médian parce qu'il y a plein d'autres choses à faire avant ça, avant d'arriver. Si vous arrivez au sujet du point médian, c'est que déjà vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous avez fait plein de bonnes choses avant. Tout à fait. J'essaye de regarder les commentaires. Il y avait une question tout début aussi sur est-ce qu'on sensibilise les porteurs de projets et porteuses de projets pendant leur accompagnement? Pour Lucille, peut-être? Ouais. Ouais, puis il y a une question sur comment vous partagez avec l'équipe. Yes. Ouais. La question de la sensibilisation, que ce soit côté équipe ou côté projet. Alors clairement, nous, on l'a dit dès le départ, on n'est pas là pour faire la police de l'écriture inclusive. C'est-à-dire que nous, on lance le sujet, on a expliqué pourquoi selon nous c'est important, mais il ne s'agit pas d'être derrière chaque membre de l'équipe ou chaque porteur et porteuse de projet pour s'assurer qu'il l'ait fait. Naturellement, en fait, on a pas mal déjà de projets sur Ulule qui utilisent déjà l'écriture inclusive. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Il y en a eu, mais c'est très très rare. On a eu un projet assez réfractaire à ça qui nous a dit en fait, voilà, s'il y a un point milieu sur ma page, s'il y a un point médian, moi je ne peux pas me lancer chez vous pour certaines raisons, mais en fait c'est un cas extrême. Enfin, depuis qu'on a lancé ça, il y a pas de projets qui sont venus nous voir en nous disant mon Dieu, c'est terrible. Donc je dirais que finalement nous, on ne fait pas de sensibilisation proactive côté porteur et porteuse de projet. Ce qu'on essaie de faire, c'est que dans notre produit, notre communication, être inclusive, histoire de montrer un petit peu le chemin et essayer de les inspirer et que eux-mêmes, eux et elles-mêmes, ils se rendent compte que c'est important. Et après, c'est peut-être biaisé, mais j'ai la sensation que depuis qu'il y a ce point milieu, qu'on a un sur la page Ulule, finalement, j'en vois aussi beaucoup plus. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est parce qu'on se dit, Ulule, notre mission finalement, c'est aussi de donner sa chance à chacun, chacune de se lancer. Donc, c'est aussi à nous de montrer un peu l'exemple, quitte à être un peu militant et mettre du point milieu et revendiquer que nous, on opte pour la rédaction inclusive. Et j'ai l'impression que finalement, ça fait un peu son chemin. Il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent et côté projet, on ne va pas faire de sensibilisation proactive, mais je pense que le fait que les pages désormais soient inclusives, que nos communications le soient, ça incite aussi les gens à se rendre compte que c'est important. Et côté équipe, alors là, pareil, on force personne, les gens qui veulent pas, qui veulent pas l'utiliser. C'est pas qu'ils veulent pas l'utiliser, c'est-à-dire que on va pas forcément toujours penser à faire la double flexion quand on parle, surtout à l'oral, ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. De la même manière que quand on rédige, en fait, on se rend beaucoup compte qu'on est un petit peu formaté et on n'a pas l'habitude d'utiliser cette rédaction. Et il y a beaucoup de membres de l'équipe, surtout des personnes qui rédigent beaucoup, qui m'ont fait ce retour et qui est assez parlant, qui me disent, en fait, c'est terrible parce que quand j'essaye de faire de la rédaction inclusive, j'ai l'impression d'être un enfant de 6 ans qui réapprend à parler et à écrire. Et en fait, il y a un peu de ça. On n'a pas ces règles-là en tête et la preuve que la masculinisation de la langue française, c'est bien fait parce qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces règles-là, elles sont ancrées, innées et c'est très dur de repenser un petit peu des formulations épicènes, des manières inclusives de communiquer. Donc c'est pour ça aussi, je pense que côté équipe, ça a été un peu compliqué au début et que ça a été bien de faire des ateliers parce que, en fait, de prime abord, l'écriture inclusive, ça peut paraître compliqué, difficile, moche, bizarre. Et donc, c'est pas du tout fun. On n'a pas du tout envie d'être inclusif quand on écrit. Et donc, le fait de faire des ateliers et d'aujourd'hui avoir une channel Slack où, en fait, nous, on va les aider parce qu'on a plus l'habitude à avoir des formulations inclusives, en fait, c'est de plus en plus simple et naturellement, les gens s'y mettent beaucoup.
Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au début, les gens, quand ils veulent écrire inclusif, en général, ils vont mettre du point milieu partout. Parce qu'on a l'impression que c'est ça, en fait, une écriture inclusive, c'est de mettre des points milieu. Et c'est encore une fois ça qui cristallise le débat. Du coup, les exercices qu'on fait beaucoup désormais, c'est qu'on reprend des communications et en fait, on retravaille avec les membres d'équipe. Moi, je fais beaucoup ça, voilà, en disant, OK, là, tu as plein de points milieu. En fait, on va refaire le texte de manière épicène. Et finalement, tu verras que être inclusif, c'est pas avoir un texte avec des points milieu partout. Réponse un peu longue, mais tout ça pour dire que voilà, on ne les flique pas. On essaye d'être le plus pédagogue possible pour que ce soit les projets ou l'équipe, d'eux-mêmes, en fait, ils comprennent l'intérêt de ça et les bénéfices que ça apporte à tout le monde. Donc voilà. Il y a Gladys qui a dit c'est l'intérêt d'avoir des UX writers. Mais c'est ça, est-ce que à Ulule, vous avez des personnes en charge de la rédaction web ou non? On n'a pas de personne dédiée à la rédaction. Okay. Je pense qu'en fait, actuellement, on est encore une trop petite équipe aussi pour pouvoir avoir un poste dédié à ça. Donc, c'est un peu à l'équipe product design d'assumer ça aussi et d'insuffler cette logique-là. Nous, on n'a pas au pôle design, on peut pas avoir la responsabilité de suivre la rédaction de tout ce qui se fait sur Ulule. Ce serait de toute façon pas possible et on n'en aurait pas la légitimité. Par contre, on a un peu un rôle de donner les bonnes pratiques et les bons réflexes dans l'écriture. Et on pense que la méthode UX, en général, permet de bien irriguer d'autres services qui seraient plutôt étrangers à ces méthodes-là. Et donc, l'appliquer à l'écriture, ça peut être intéressant. Et donc, ce qu'on essaye de faire, en fait, et c'est un peu notre volonté en faisant de l'éducation en interne, de réapprendre à écrire en inclusif. Et nous, en le montrant sur le site, en ayant de plus en plus de documents et de pages qui l'utilisent, c'est le principe de visibilité. Et plus on va le voir, et plus on va l'intégrer, et plus on va l'utiliser. Donc, nous, on essaie de remplir notre rôle de cette façon-là. Mais on n'a pas une personne dédiée à ça. On doit tous jouer un peu les facilitateurs et les facilitatrices là-dessus. Et donc voilà, on est à dispo en fait de l'équipe pour qu'ils puissent prendre ça en main et aller plus loin. Super. Je vais voir ici. Accessibilité, ça c'est le même souci d'accessibilité. Ça parle beaucoup d'accessibilité dans le chat. J'ai pas mes lunettes en plus. Une question sur le référencement aussi. Ouais. Sur la communauté, oui, on peut. Peut-être qu'on peut prendre la question communauté et la question référencement. Je suis curieuse de savoir comment vous mesurez l'impact de l'intégration de la rédaction inclusive aussi sur le sujet. Alors, pour l'instant, on ne le mesure pas. On est peut-être pas très bien chaussé là-dessus. Non, pour l'instant, on l'a pas encore mesuré. On avait fait comme Paul l'a mentionné, on a testé un petit sondage auprès d'une portion d'anciens porteurs et porteuses de projets. Enfin, et probablement d'actuels aussi. C'était dans une newsletter dédiée à ceux qui ont lancé au moins un projet sur Ulule. Et donc, on avait eu des avis assez cristallisés autour de l'utilisation du point médian. Donc, en fait, c'était vraiment pas très constructif. Ensuite, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est le nombre de remontées qu'on peut avoir, par exemple, au service support. C'est généralement un bon indicateur des choses qui vont et qui ne vont pas. Ce qui est assez intéressant depuis 2-3 mois qu'on a lancé ça, c'est que les retours de gens pas contents, on les compte sur les doigts d'une main, peut-être de 2 mains maintenant. Et
Et pour autant, on n'a pas vraiment eu non plus de personnes qui ont immédiatement manifesté un engouement sur le fait qu'on ait mis en place. Alors, on peut interpréter ça de plusieurs façons différentes, mais nous, on le prend plutôt positivement. Ça veut dire aussi que ça a été intégré, c'est forcément visible de tous et ça ne suscite pas de réaction. Donc, ça veut dire que c'est aussi naturel. Et donc, on n'a pas créé en fait une rupture dans ce qu'on avait avant. Et donc, nous, on le sait entre nous qu'on a rendu les interfaces plus inclusives. Et si personne le remarque, on le prend pas vraiment comme une mauvaise réponse, voire plutôt pour une bonne réponse en fait. On veut que le design il soit pas forcément visible de tous, mais qu'il soit utilisable et utile. Et le fait de pas avoir de levée de bouclier et le fait de pas avoir de militants ou des militantes qui disent merci d'avoir fait ce pas en avant, vous êtes des nôtres, vous êtes des alliés. Bon, bah si on reçoit ce genre de commentaires, on le prend positivement, mais si on le reçoit pas, on va pas non plus se dire qu'on a loupé le coche. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore trop de réactions là-dessus, mais le fait de justement de pas avoir de levée de bouclier, on le prend comme une validation. Mais ce que je dirais aussi là-dessus, c'est qu'en fait, on l'a pas forcément mesuré dans notre contexte exact à nous, mais en fait, on le sait que ça marche l'écriture inclusive. Il y a eu il y a eu des expérimentations scientifiques intéressantes, tout ça, où ils ont expérimenté l'impact de l'écriture inclusive sur en fait la pensée et les actions des gens. Et par exemple, ils ont expérimenté ils demandaient à des gens d'écrire un texte et les consignes étaient soit écrites en inclusif, soit écrites pas en inclusif. Et en fait, quand les consignes étaient écrites en inclusive, les gens, ils avaient beaucoup plus tendance à écrire des histoires pas centrées sur des hommes, en fait. Par exemple, centrées sur des femmes. Donc, en fait, il y a différentes expérimentations scientifiques de savoir que ça marche vraiment, que ça a une visibilité, évidemment, mais comment est-ce qu'on agit en tant que personne si c'était dans notre contexte exact, je pense. Paul, on a perdu Paul, je pense. Paul, t'es là? Ouais, Paul, on t'a un petit peu perdu. Ah, et vous m'avez encore perdu Ouais. ou pas? Mais peut-être pour résumer en quelques mots ce que tu as voulu dire, Paul, parce que je sais qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais, C'est l'idée en fait que si c'est un sondage d'ailleurs qui a été fait par l'agence Mots-Clés en 2017. C'est l'idée que si vous proposez à deux personnes de citer deux écrivains ou écrivaines célèbres, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont citer des femmes. Et donc le fait de simplement le mettre va générer en fait de l'inclusion. Et ça, il y a des études qui le montrent, des sondages, des études, etc. Donc nous, on s'est aussi reposé là-dessus en se disant, voilà, on sait qu'on doit le faire. On n'a pas, pour le coup, c'est un sujet sur lequel on peut demander l'avis des utilisateurs, des validations sur des points précis, sur des termes notamment. Là, il y avait la question du référencement avant. ouais. Sur des termes, on peut leur poser la question sur la démarche. En fait, poser la question si oui ou non on doit le faire. C'est un engagement en fait. C'est un engagement du projet. C'est un engagement de l'entreprise aussi pour faire évoluer les choses positivement. Et du coup, sur le référencement, c'est difficile d'y répondre. On n'est pas spécialiste chez nous. On n'a pas de spécialiste en référencement chez Ulule non plus parce que c'est pas un enjeu au niveau de nos canaux en fait d'acquisition notamment. Et c'est pas non plus un enjeu sur la visibilité des projets puisque la communication sur les projets se fait pas essentiellement par le référencement. Donc il y a sûrement un sujet là-dessus parce que ça revient en fait dans l'utilisation des termes épicènes. Parfois, effectivement, on doit faire l'impasse sur des termes qui peuvent être plus précis, mais qui ne fonctionnent pas dans le contexte pour être inclusifs. Donc là-dessus, s'il y a des spécialistes dans la question, je serais heureux de lire des informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on se dit aussi que privilégier un langage naturel, et on espère que l'écriture inclusive deviendra de plus en plus naturelle, c'est suffisant à assurer un certain bon référencement. Et donc, plus les termes seront utilisés, et mieux ils seront référencés. Alors, c'est peut-être pas une bonne réponse pour des professionnels du SEO, mais nous, on n'y est pas vraiment confrontés.
Ouais, tout à fait. Et puis, même avec, j'ai remarqué avec la rédaction inclusive, bah, Epicène, on parle toujours d'écrire en mode passif. Et puis, c'est déconseillé en rédaction UX en général. Donc, c'est un peu des sacrifices qu'on est obligé de faire. Euh, mais bon, on participe à améliorer d'autres choses dans la vie, donc ça va. Bah, là-dessus, par Ouais. exemple, juste un petit exemple qui va prendre 10 secondes. Je sais que Ubisoft, par exemple, en tout cas à Montréal, ils utilisent le tu pour s'adresser aux joueurs et aux joueuses, pour éviter de devoir trop utiliser les doubles flexions, etc. Donc ça, si c'est un moyen en fait de contourner quand vous avez la possibilité de revoir un peu la façon dont vous vous adressez aux personnes. Donc s'adresser de manière directe, ça peut éviter d'utiliser des formes passives. Ouais. Mais là, du coup, ça pose d'autres questions. C'est que si de base vous ne communiquez pas comme ça fait remonter à des niveaux beaucoup plus hauts dans l'entreprise de comment est-ce qu'on doit communiquer. Et donc, ça pose aussi la question de comment bien inclure toutes les personnes chez vous pour réfléchir à ça. Et donc, forcément, il y a des consensus qui doivent être. Tout à fait. Il est 1h05, donc on va s'arrêter sur ça, je pense. Peut-être Google mettra en place des règles. Ouais. Je pense, ouais, tout à fait. Merci beaucoup à vous trois. Si les gens veulent vous contacter, où ils peuvent vous rejoindre? Moi, je suis pas mal sur Twitter. Lex, Lekss. Voilà, vous pouvez me contacter si vous avez des questions à ce sujet et tout. Je suis toujours très heureux de discuter de produits, design, choses comme ça. Moi, je suis pas sur Twitter, mais plutôt sur LinkedIn pour le coup. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées. D'ailleurs, à un moment, il y a la question de la spécialiste à qui on faisait souvent référence, c'est Eliane Viennot. Je ne sais pas si la personne est partie depuis, mais voilà, Eliane Viennot, la spécialiste de l'histoire de la langue. Et ben, LinkedIn aussi. LinkedIn aussi pour moi. Paul-Édouard Viennet sur LinkedIn. Super. Je vais partager aussi le lien de notre Linktree de UX Writers Montreal si vous voulez nous suivre partout sur les réseaux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et merci tout le monde Merci pour votre beaucoup. participation. Merci J'espère que beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye Merci à beaucoup. tous. Bye. Bonne fin de journée, à bientôt.